Je vais disparaître, mais je voulais une petite salve d'applaudissements pour Jessie qui va y aller en solo. Jessie, tout le canon. Merci pour ta présence. Je te laisse, tu sais faire. Je vais essayer. Bonjour à tous, enchantée. Je suis Jessie tout le canon. Je suis la CEO et la cofondatrice de PickMe. L'idée aujourd'hui, c'est de vous raconter le 0 to 1. Un peu de l'idée, de l'intuition à une boîte qui aujourd'hui travaille avec les plus gros groupes dans le secteur de la logistique. Je vais commencer par mon parcours classiquement. Moi, je viens d'une école de commerce, je suis nantaise, école de commerce pas très loin derrière à l'époque. Et puis j'ai un parcours classique à l'époque, 2005-2006. On ne voulait pas forcément être entrepreneur. L'objectif, c'était d'être cadre dans un gros groupe. Donc moi, je voulais être directrice marketing. Je l'ai fait quelques années après. Donc j'ai fait pas mal de boîtes de conseils en marketing et en digital. Et puis après, je suis passée côté e-commerce. Donc j'ai finalement été directrice e-commerce et marketing. J'avais 33, 34, 35 ans. Et puis ce que racontait un peu Quentin juste avant, c'est finalement, j'avais avancé dans ma carrière, dans mon profil, c'était super. J'étais super bien payée, je dirigeais des équipes, mais ce truc d'alignement de valeurs n'était pas trouvé encore, quoi. Et en fait, j'étais à un stade de ma carrière où c'est top, tu as un bon poste, on te propose le poste d'après où tu vas gagner encore plus pour travailler dans le retail et vendre des fringues fabriquées en Chine. Et je commençais un peu à m'ennuyer et surtout à ne pas trouver beaucoup de sens à ce que je faisais. À ce moment-là, je faisais pas mal en plus de bénévolat dans des assos. Enfin, j'avais besoin finalement de combler ce manque par pas mal d'activités perso. Et donc quand on travaille dans l'e-commerce, bref, il y a plein de sujets. Moi, un sujet sur lequel qui m'exaspérait énormément, c'était un sujet de livraison. Parce que je pilotais aussi les services clients et qu'il y avait 60% des tickets au service client qui généraient beaucoup de mécontentement liés à la livraison. Et donc c'est un sujet, et pourtant quand on est côté e-commerce, la livraison c'est pas très sexy, on s'en fout un peu, mais c'est un sujet qui m'intéressait plutôt. Et à ce moment-là j'ai eu une idée, alors toute bête, moi j'étais en week-end à Berlin, je me rappelle avec mon copain à l'époque, et je me faisais beaucoup livrer, j'achetais beaucoup de marques sur internet, et je galérais à me faire livrer chez moi, et notamment ce fameux week-end où un livreur m'appelle, me dit j'ai votre colis. Je dis bah oui, mais je suis pas là. Il me dit je vais vous le déposer à Vélizy. J'habitais dans le centre de Paris, donc c'était un peu compliqué. Je dis mais il n'y a pas une solution, un truc pour vous le déposer à côté de chez moi? Ah non, c'est la consigne. Et je me suis dit mais c'est quand même, pourquoi il n'y a pas un blablacar du colis, un truc qui en fait me met en relation avec des voisins qui eux ont des dispo chez eux. Moi, j'ai pas leur 06 et qui puissent tout simplement récupérer les colis quand moi je suis pas dispo. Idée toute bête, mais quand même, elle m'excite plutôt. Enfin, je me dis, il y a un truc, il y a un pain, la livraison, c'est galère. On est en 2019 pourtant, et tu dis, il y a des consignes, il y a des points relais, il y a plein de trucs, mais c'est toujours aussi compliqué. Et donc, ce sujet m'excite, et je me dis, tiens, je vais commencer. Je commence à regarder, il y a des start-up week-ends à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, c'était plutôt canon comme format. Et donc, je vais tester l'idée, je vais la pitcher. Et en fait, ça prend fort. Je sens qu'il y a un pain énorme. Donc, tu commences à creuser le marché. Tu te rends compte que tu as 30% des colis qui sont en échec à la première tentative de livraison. C'est énorme. Moi, je vivais le pain côté e-commerçant. Je commence à sonder pas mal de transporteurs. Et voilà. Donc, petit à petit, le truc devient évident, assez évident pour que je quitte mon job. En France, on a la chance d'avoir un truc qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui, je pense, sponsorise pas mal de primo-entrepreneurs. Ça a été le cas pour moi. Et donc, je lance, mais peut-être très très naïvement, parce que je me lance solo, sans rien connaître à la logistique, sans rien connaître au dernier kilomètre, fameux. Mais j'y vais, quoi, un peu naïvement. Et quand tu démarres, tu sais pas trop par quel bout prendre le truc. Heureusement qu'il y a des endroits comme ici, mais je fais quoi? Je fais un bootcamp de dev, parce que je me dis, je vais apprendre à coder, parce que je vais faire mon propre produit, évidemment, je vais devenir développeur. Pas du tout. Ça a eu l'avantage quand même de me faire mieux cerner mon produit, ce que je voulais, etc. Heureusement pour mes équipes, je ne suis pas dev.
Et puis très vite, je rentre dans des incubateurs. À Paris, un incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin. Assez vite, j'entre chez The Family dans la foulée. Mais solo fondeur. Et là, tout le monde me dit c'est super, mais t'es seul en fait. Donc t'es seul et t'es pas tech. Tu lèveras jamais de fonds, t'y arriveras jamais. Moi, j'aime pas trop quand on me dit que je peux pas y arriver. Et donc vient vite cette question de trouver ton associé. Ça a été une question, je ne sais pas si elle est encore, mais il y a quelques années, c'était le sujet, tu te lances pas seul, tu trouves tes associés. Sauf que quand tu es une nana qui vient du marketing et du commerce, que tu n'y connais rien, que tu n'as pas ton réseau, que toi, tes potes d'école de commerce, ils sont tous partis dans des trucs différents, que tu as 35, 36 ans, enfin, tu n'étais pas du sérail, tu ne trouves pas un associé tech comme ça. Donc ça a été un vrai sujet. Et là, je me rappelle, je crois que c'était chez The Family, on me dit, mais date des associés. Ok, allez, je vais dater. Je n'ai jamais été sur des applis de rencontre, mais après tout, pourquoi pas. Et donc, je fais un médium à l'époque où je dis, bah voilà, Pick Me, c'est ça le sujet, c'est ça l'idée, ça va être révolutionnaire, ça va être génial. Viens me rejoindre, à deux, on va soulever des montagnes. Et donc, j'ai daté pas mal de beaux garçons, en l'occurrence, beaucoup de beaux garçons dans la tech. Et il y en a un on finit par matcher, ça se passe bien, etc. C'était un énorme fail, mais a priori il faut des fails pour ensuite rebondir. Ça a été un énorme fail, on bosse ensemble pendant 2-3 mois, et finalement il se rend compte que sa nana est jalouse, que c'est impossible pour lui de travailler avec une meuf. L'enfer. Donc là, bah, tout ce que tu as fait pendant 3 mois, ton produit, tu le jettes à la poubelle. Bref, compliqué. Donc ça t'apprend, c'est bien, tu te relèves différemment. Je me dis, c'est pas grave, je continue solo, machin. Et là, le Covid arrive. Donc tu dis, attends, j'ai pas de produit, j'ai pas d'associé, j'ai rien vendu. Accessoirement, parce que démarrer solo, en fait, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est perdez pas de temps. Moi, en fait, les incubateurs, etc., c'est super, mais ce qu'on te dit pas assez, c'est vendre tout de suite, vendre plus tôt. Et moi, j'ai passé 6-8 mois à travailler business plan, machin, des maquettes, des trucs sur le papier, c'était super. Concrètement, j'avais rien vendu, il s'était rien passé. Alors, j'avais remporté des prix dans des incubateurs, des machins. Concrètement, il n'y avait rien. Et donc, tu arrives au Covid, et là, tu dis, OK, bah, soit c'est fini, bon, c'était sympa, tu as pris 8 mois de chômage, il ne s'est rien passé. Soit tu dis, bah, en fait, c'est une opportunité énorme, parce qu'à ce moment-là, la livraison explose. Les e-commerçants cherchent tous des solutions, et les transporteurs cherchent tous des alternatives, parce que tous les points relais ont fermé. Et on me parle d'un énième... je ne sais plus, un truc genre Be My Co-Founder, un truc en chat. Je dis non mais c'est bon, les wannabe entrepreneurs qui en fait savent pas ce qu'ils veulent, j'ai pas envie de le faire ce truc. Et puis je le fais, bon, c'était un samedi matin à 9h, je suis pas trop du matin. Mais je me force à le faire. Et par hasard, je tombe sur un gars qui me dit bah moi je viens plutôt de l'opération, je suis CEO de start-up dans plutôt très plateforme, très marketplace, et on match. Et on se dit écoute, c'est le Covid, de toute façon, on ne peut pas se voir. Voilà. Donc, on va bosser ensemble. Et ce qu'on a fait, on a bossé ensemble pendant 2-3 mois. Et en fait, ça a fité de ouf. Ce n'était pas un tech, pourtant. Mais en l'occurrence, quand on fait de la logistique, les opérations, c'est quand même un gros sujet. Et on revoit tout, on reprend tout de A à Z. On s'éclate vraiment. Et en fait, on décide de se marier. Parce que quand tu fais un pacte d'associés, c'est un peu un mariage. Avant même de se voir. Et donc, on se rencontre après, juste à la sortie du confinement, quoi. À ce moment-là, on a commencé à lever un tout petit peu de fonds sur un deck, parce qu'on n'avait pas grand-chose, on bossait avec des freelances, on commençait à avoir un début de produit. Et puis on cherche un autre freelance, et là, dans la foulée, ce qui allait devenir notre 3e cofondateur, tech, pour le coup, on cherche un freelance, et il nous dit non, moi je veux pas être freelance, votre sujet, je kiffe, je veux vraiment bosser avec vous, quoi. Donc en 3 mois de temps, tu de solo à ok, bah, tu as ta team d'associés, et là c'est là que l'aventure commence, c'est aussi là que les complexités commencent. Je crois qu'ils en parlaient aussi juste avant, ce truc d'équipe complémentaire. En l'occurrence, moi, mes 2 associés sont 2 ingénieurs, très opérationnels, process, un tech et donc l'autre ops. Moi je suis une nana, très marketing, commerce.
Donc les sphères étaient quand même effectivement très complémentaires, mais aussi très éloignées. Donc on a dû travailler sur nous, comment tu t'alignes. Donc on a vraiment fait, on a été très scolaire au démarrage de toi tu veux quoi, c'est quoi ta target, et est-ce que tu veux gagner de l'argent, enfin c'est quoi ton why, est-ce que tu veux faire enfin, tu vois, révolutionner un usage, enfin, c'est hyper important de savoir concrètement et assez, enfin faut bien se connaître en fait pour vraiment aller au bout de ce que tu veux exactement, quoi. On s'aligne, on fit de ouf, et là on démarre et en fait ça s'enchaîne assez vite parce qu'on trouve notre premier client deuxième confinement. Donc notre premier client transporteur, je ne vous ai pas raconté, mais Pick Me concrètement c'est quoi? C'est un réseau de micro-hubs de proximité, donc des particuliers qui deviennent des voisins relais et qu'on va mettre en relation avec des transporteurs pour qu'ils intègrent ça dans les check-out e-commerce. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous nous ont déjà trouvé, mais en fait quand vous commandez aujourd'hui sur VP par exemple ou sur Apple, peu importe, vous avez dans les options point de retrait le voisin relais qui est à côté de chez vous. Et donc tout l'usage, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un à côté de chez vous qui est plus flexible sur ses horaires, qui est disponible le soir, et l'expérience est dingue parce qu'aujourd'hui on a une NPS de 92, ce qui ne se fait pas sur le dernier kilomètre dans le transport. Donc nos clients sont des transporteurs. On démarre avec un transporteur deuxième confinement, ça se passe super bien, mais il fallait le signer. Et ensuite on rentre dans une espèce de phase où pendant 1 an on ne signe rien. Et là, ok, tu as un début de produit. Recruter des voisins relais, ça n'a jamais été compliqué. Enfin, c'est un recrutement de communauté. C'est une communauté à qui on propose un complément de revenu pour ouvrir sa porte plusieurs fois par jour. Donc ça marche super bien. Donc la supply, on l'a. Maintenant, la demande côté transporteur, c'est plus compliqué. C'est des gros groupes corporate à bouger, faire des tests. Moi, à l'époque, tous les incubateurs disaient ouais, il faut faire un MVP, il faut faire un MVP. Moi, en fait, je ne pouvais pas faire de MVP parce qu'il fallait directement être plugué. Quand tu fais de la livraison, si tu n'es pas plugué à un moment dans un checkout, si tu n'as pas toute la chaîne, ça ne marche pas. Tu ne fais pas un MVP tout seul. Le truc ne fonctionne pas. Et donc, pour s'intégrer dans les roadmap IT de ces gros groupes, c'est un sacré challenge. Et donc, le deuxième client, on a mis effectivement 1 an à le signer. Ce que j'en retiens, moi, c'est qu'effectivement, à refaire, je pense qu'on a mis trop de temps. Enfin, ce truc de client, de business, on était tellement focus sur le produit, sur l'expérience, sur ce qu'on voulait amener, révolutionner comme usage, etc., qu'on n'a pas passé... clairement, la partie business et commerciale était vraiment au second plan. Ce qui est une réelle erreur. Et tous ces super incubateurs, hein, moi, ils m'ont beaucoup aidé, mais qui te font passer des mois et des mois sur des business plans totalement fake, parce qu'en fait, le truc vaut rien tant que tu n'as pas de business, clairement. Donc, aller chercher ses clients, c'est vraiment le truc à refaire que j'aurais fait, non pas 1 an après, mais dans les premiers mois de Pick Me, avant même d'avoir un produit, avant même d'avoir une app, avant même d'avoir quoi que ce soit. Donc ça, c'est le truc hyper important. Donc deuxième client signé, donc là on signe avec DHL, gros compte, on est hyper content, et tu te rends compte de la difficulté d'aller signer des gros groupes corporate. C'est énorme, tu as une résilience de malade parce qu'ils ont des temps qui ne sont pas du tout ton temps. Toi, ton temps en start-up, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'argent, t'essayes, nous on avait fait à ce moment-là une première petite levée de fonds avec des business angels. L'avantage des business angels, c'est qu'ils croient au projet et à l'humain avant même de voir potentiellement la profitabilité à quelques années. Voilà, c'est ceux qui vont donner tes premiers tickets. Mais en attendant, tu n'as pas du cash pour 1 an. Donc quand tu as des gros groupes corporate en face qui te font... Eux ont le temps, hein, ils ont des équipes, marketing, commercial, machin... Tant mieux, c'est super, mais on n'a pas le même timing, quoi. Et donc là, tu développes des techniques pour effectivement aller les signer vite, très vite, le plus vite. Tu te déguises un peu pour faire des tests qui ne sont pas idéaux dans ton business model, mais ce n'est pas grave, tu y vas. Et ça, je pense que c'est un truc où, en tout cas en apprentissage, c'est vraiment ça. C'était vraiment d'aller les signer le plus vite possible. Et puis après, nous, ça s'enchaîne assez vite parce qu'effectivement, on a cette première... levée de fonds, on est en phase de croissance, très vite on intéresse le leader français de la livraison avec qui on démarre aussi. Alors c'est très long parce que tu démarres en test et puis re-retest et puis re-retest. Mais on a les fonds nécessaires, tu commences clairement aussi à pouvoir intégrer des équipes.
Et ces équipes-là, elles sont au début très juniors parce qu'en fait, tu n'es pas très sexy, tu n'as pas forcément les talents de la Startup Nation, donc tu commences avec des équipes très juniors. Idéalement, juste après, tu viens intégrer des gens plus seniors, des gens qui sont meilleurs que toi, qui vont faire ça mieux que toi. Et heureusement, maintenant, c'est le cas. Donc voilà, il y a une espèce d'enchaînement des étoiles qui se produit. Et aujourd'hui, on est en phase de croissance. Mais c'est vrai que ce sujet de vraiment de la résilience et d'être couteau entre les dents, enfin, en fait, moi, j'ai vu beaucoup de copains entrepreneurs à ce stade-là un peu bâtard, où en fait, t'as ton premier client, allez, ton deuxième, et puis en fait, très vite, ça patine. Et tu décroît petit à petit parce que en fait, tu n'as pas une croissance suffisante. Startup, ça porte bien son nom. On doit faire de l'hypercroissance, sinon on meurt. On n'a pas le choix. Les investisseurs attendent ça. Nous, on a réalisé du coup notre seed il y a un peu plus d'un an maintenant. Et effectivement, tu fais rentrer des investisseurs qui, eux, te demandent une croissance encore plus élevée. Et là, si tu n'as pas la bonne équipe, et surtout si tu n'as pas le bon pipe commercial, si tu n'as pas mis en place le fait que ta croissance démarre, ça va être très compliqué. Et puis finalement, ce que je vous racontais sur les associés, j'en parle pas mal parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Souvent, mais peut-être un peu comme le mariage finalement, souvent on a une idée assez idyllique de ce qu'est l'association, et c'est finalement pas toujours ça. Nous, dans cette phase de croissance, on a rencontré pas mal de difficultés, et j'en parle assez ouvertement parce que à refaire, j'aurais aimé qu'on me donne des conseils autres, notamment le fait qu'on te dit ouais, trouve ton associé, mais on te dit pas après comment potentiellement le garder. C'est peut-être un peu comme dans un couple. Et donc, nous, on se trouve, c'est super, on démarre. Quand tout va bien, quand tu rentres du client, en plus, souvent au démarrage, tu as ce truc un peu de l'appel des sirènes des médias, donc tu remportes des trophées, tu fais un peu de presse et tout, tu es un peu porté, tu es un peu galvanisé. Et puis, quand tu es dans une phase de ça se bouscule un peu moins au portillon, les clients, c'est plus difficile à aller chercher, tu as toutes les difficultés de recrutement que tu commences à avoir, etc., vient toutes les dissonances. Et toutes les dissonances de « Ah bah ouais, en fait, on était dans des sphères différentes, comment ça arrivait ?» Et nous, on les a pris un peu en pleine tronche, juste avant la levée de fonds, en plus, c'était sympa. Parce que, en fait, l'écart s'était fait, et c'est comment tu te réalignes, comment tu retrouves ton why de départ, comment tu apprends à travailler ensemble, finalement. C'est pas tant à monter cette boîte, c'est comment tu travailles réellement ensemble, comment tu construis de la valeur. Et ce qu'on avait fait finalement, c'est qu'on avait, Solène qui est là, qui est notre première collaboratrice, elle l'a bien connue, c'est qu'on avait créé un monstre à 3 têtes. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de décideur chez nous, on était 3 fondeurs. Moi, j'étais sur ce truc d'équité, on est tous au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Énorme erreur. Il a fallu, et on s'est fait accompagner par un coach en gouvernance qui nous a beaucoup aidé à organiser la boîte et à assumer aussi mon rôle. On s'est fait accompagner par ce gars-là. Et il a fallu qu'on décide qu'il y ait un CEO, quoi. Et qu'en l'occurrence, ce CEO était moi, mais il a fallu que j'assume ça. Et ça n'a pas été une étape simple, très sincèrement. Moi, j'étais initialement porteuse du projet, mais je n'avais pas du tout cette velléité à être chef de bande, quoi. J'avais ce truc de... ok, j'étais celle qui vendait, j'étais celle qui portait la voix de la boîte à l'externe, why not, mais je n'avais pas cette velléité de diriger, je crois, enfin, clairement. Et donc, il a fallu que j'apprenne ce rôle-là, qu'on se mette d'accord tous les 3 sur ce que ça impliquait, sur le fait que je sois décisionnaire, sur le fait que je les pilote aussi, et qu'il y a un chef dans une boîte et que c'était moi. Ça a à la fois été compliqué et en même temps, ça nous a tellement facilité la vie pour après, parce que toute l'organisation en a découlé. Ça ne veut pas dire qu'on fonctionne comme dans les années 80 et que tout passe par moi et que je suis Jupiter. Ça veut simplement dire qu'en fait, chacun prend son rôle, prend son ownership, prend ses responsabilités et que ça a été beaucoup plus simple pour décider de pas mal de sujets après. Mais ça a dû être un travail. Et on ne l'avait pas du tout en tête au démarrage. Et effectivement, ce travail sur la gouvernance de la boîte, sur l'organisation, faire un organigramme. Pour moi, un organigramme, c'était SAU 2000. No way, je mettais un organigramme dans la boîte. En réalité, ça nous a quand même pas mal aidé et on a pu prendre des bons key people au bon endroit, au bon moment. Et ça a vraiment été un travail important, finalement assez tôt,
On a dû faire ça du coup 2 ans après le démarrage de la boîte. Et c'était important. On peut peut-être le faire sans accompagnement externe, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a eu besoin de ça. Et voilà. Et après, c'est comment tu te prépares à ta phase de scale. Et c'est ça qui a été hyper game changer pour nous. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ce seed avec ces investisseurs qui te demandent cette hyper croissance, cet orga, de recruter les bonnes personnes, etc. Finalement, tu dois apprendre non pas à lancer une idée, le 0 à 0,5, mais le 1, c'est comment tu montes aussi la bonne orga pour ensuite pouvoir scaler et réellement décoller. Et cette phase-là, nous, c'est finalement, je pense, la phase qui a été la plus complexe. Ça n'a pas été de lancer le projet, ça n'a pas été de... on a tellement tout de suite vu le pain dans ce qu'on fait, et il y avait un tel besoin client que aujourd'hui, je suis très fier. Enfin, quand je discute avec des transporteurs qui me disent « Mais oui, les voisins relais, au même titre que les lockers ou les relais commerçants, ça fait partie de l'écosystème », il y a 3 ans, les mêmes personnes rigolaient doucement quand je leur parlais du projet. Donc, il y a une vraie avancée et on a prouvé que cet usage était un usage qui allait exister demain. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'il y a un pain et qu'il y a un usage à créer que tu vas exister. C'est l'exécution qui va réellement faire. Et l'exécution, c'est ça, c'est des sujets d'organisation, d'alignement. Et donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que tous les 3 mois, on s'enferme pendant 2-3 jours, souvent le week-end, et on bosse, on s'aligne, on boit des coups, on fait la teuf ou pas. Et en tout cas, on se réaligne sur on en est où, on veut quoi, c'est quoi les 3 prochains mois, la prochaine année pour la boîte, etc. Et cet alignement un peu permanent nous permet réellement de pouvoir avancer ensemble et d'être vraiment en mode croisière, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 1 an et demi en arrière, où chacun avançait dans son... On avait tous les 3 notre to-do. Mais ça clashait pas mal, notamment ce que disait Quentin juste avant, entre moi, très commerce, et mon associé tech, c'était l'enfer. C'était l'enfer, on ne se comprenait pas, parce que j'avais fait un bootcamp de dev que je le comprenais mieux. On ne se comprenait pas sur les roadmaps, on ne se comprenait pas sur les priorités, on ne se comprenait pas sur plein de choses. Et en fait, d'avoir remis cette organisation, d'avoir mis à plat le périmètre de chacun, le rôle de chacun, qui fait quoi exactement dans la boîte, ça a vraiment été assez game changer pour nous. Et aujourd'hui, du coup, effectivement, on est en phase de croissance, porté par les leaders de marché. On a plutôt des problématiques de recrutement toujours, mais aujourd'hui, on est plutôt dans des problématiques d'aller plus vite, parce que forcément, on doit toujours aller plus vite, pour aller chercher une rentabilité un peu plus rapide. Mais on est plutôt sur des très bons rails. On est une équipe de 15 personnes. Et on a plutôt des gros succès. L'avantage, c'est que en fait, aujourd'hui, tout le secteur de la logistique a déjà entendu parler de notre usage, et du coup, les clients sont plus à convaincre sur le sujet du voisin relais, mais plutôt sur le sujet avec qui on travaille, et ce qui change déjà pas mal de choses. C'est globalement ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas s'il y a une session de questions et de réponses, mais j'aime bien répondre aux questions. C'était pas prévu. Tu as laissé le temps pour ça. Donc s'il y a des questions, je vais juste choper un autre micro. Est-ce que quelqu'un a une question? Et je vais choper le micro. Ouais, je te le donne, j'échange pour le coup. Et puis... Oui, bonjour. Je voulais revenir sur les délais longs avec des grands groupes. Donc j'ai le même problème sur du SaaS. Donc je voudrais un petit conseil là-dessus sur la gestion de ces délais, les tests, etc. C'est un gros sujet. Nous, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'en fait, il faut que ton interlocuteur, tout dépend de l'usage sur lequel tu es. Nous, en fait, sur la création d'un nouvel usage, alors on ne fait pas du SaaS, mais on a décidé que nos interlocuteurs, c'était les décisionnaires, les DG. Et en fait, en rentrant par là, ça nous permet quand même d'accélérer pas mal ensuite le processus de vente. Parce que à chaque fois qu'on est rentré par du très opérationnel, très métier, c'est beaucoup plus lent. En fait, après, il faut que ça remonte. Surtout quand tu crées quelque chose de nouveau, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut évangéliser. Et donc, un des hacks, ça a été ça. Ça a été de rentrer par au-dessus pour ensuite déjà créer la confiance d'abord et ensuite redescendre aux opérationnels. Tu leur laisses pas trop le choix.
il ne faut pas leur laisser le choix à ces grands groupes parce que eux peuvent glisser. Nous, c'est ça, on est sur des clients qui peuvent glisser énormément, qui peuvent faire durer des POC pendant 1 an. Et en fait, moi, depuis 2 ans, le POC dure 4 mois, pas un jour de plus. Voilà, parce que tu peux faire des POC sur POC, sur POC, sur machin. Enfin, à un moment, tu t'en sors pas, le truc dure 1000 ans. Surtout que nous, on est après sur un sujet de déploiement. C'est-à-dire que c'est pas tant de signer avec un client. Ensuite, par exemple, Colissimo, on travaille avec eux. D'abord, on a pris quelques agences. Donc, on était sur Paris, région parisienne. Ensuite, il a fallu lancer des villes. Ensuite, des régions. Ensuite, déploiement en toute France, etc. Et donc, ça veut dire beaucoup d'opérationnels chez nous. Mais surtout, ils peuvent te dire ah bah ouais, mais en fait, je vais donner un petit code postal qui est machin. Non. Et donc, en fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est donne le rythme toi et laisse pas le choix. Et donc maintenant, nous, on donne le rythme, on impose un rythme. C'est comme ça où on ne travaille pas ensemble. Parce que sinon, tu glisses tellement. Mais eux sont très contents. Hein. Ils vont te dire, ouais, on y va. Mais 6 mois après, tu es toujours, on y va. Et puis ils vont te valoriser, faire de la com sur toi, parce que pour eux, tu as un gage d'innovation, et c'est super, et c'est RSE, et machin. En attendant, tu es toujours un peu bloqué, et ton chiffre d'affaires augmente pas. Ça répond à ta question. Salut, je voulais savoir, tu pars du pain utilisateur client qui reçoit son colis. C'est quoi le pain du coup du transporteur ou de la plateforme du revendeur? Ouais, lui ça lui coûte très cher au transporteur de te relivrer. Quand tu as 30% d'échecs en première tentative de livraison, ça lui coûte hyper cher sur ces opérations de ramener le colis en fait à l'entrepôt, de le relivrer. L'expérience elle est horrible pour toi utilisateur, mais elle est chère pour lui. Et côté e-commerçant, tu perds des clients en fait. Je pense, enfin il y a des stats assez fortes là-dessus, et je pense qu'on est nombreux. Quand tu as une mauvaise expérience de livraison, souvent tu fais l'amalgame entre transporteur, marque, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu recommandes plus dans cette marque parce que tu dis ils sont nuls. Bonjour. Tu as parlé tout à l'heure du coach en gouvernance, du monstre à 3 têtes et tout ça. Concrètement, comment ça s'est passé, la définition des rôles, du périmètre, et comment ça a émergé que toi, tu es devenu CEO et que les autres ont pris un autre rôle? Ça s'est mal passé. Concrètement, parce que je pense qu'on pensait tous les 3 être CEO et que c'était super comme ça. Non, il a fallu qu'on mette à plat mais en fait, qui dirige la boîte, qui fait ça. Il a fallu que mes associés soient OK avec le fait que je décide. Et pourtant, pour être très cash, j'ai pas de souci avec ça. J'ai plus de parts, je suis à l'initiative du projet, ils sont venus après. Mais malgré ça, on était tellement dans un truc, je pense, très naïf on dirigeait à 3, toutes les décisions se prennent à 3, ce qui ralentissait aussi pas mal de process. Et non, ça s'est mal passé. Ça a été compliqué, ça a été... pas des cris des larmes, mais ça a été très tendu pendant bien 2 mois, je dirais. Il a fallu qu'on chacun réfléchisse à ce qui était le meilleur pour la boîte, à mettre son ego de côté, ce qui est souvent pas si simple. Donc ça s'est pas bien passé. Et puis cette espèce de médiateur là, de psy de couple, nous a permis de temporiser et finalement de trouver le meilleur pour la boîte avant le meilleur pour soi. Après, il n'y a plus de sujet d'alignement. Mais souvent, ces sujets-là se passent mal, voire plantent les boîtes. Ce sera probablement la dernière question. Désolé pour la frustration. Tiens. Merci. J'ai une petite question sur je ne sais pas si tu peux tout dire, mais en tout cas, dans les grandes lignes, en fait, le business model, c'est quoi chez toi? Le business model, nous, on fonctionne au colis. Donc, en fait, nos clients sont des transporteurs qui nous payent au colis. Et donc, il y a 70-80% qui est de la rétribution pour le voisin relais. Et le reste, c'est notre commission. D'accord. Ok. Et ça, du coup, tu as mis combien de temps à le trouver, cette équation qui fonctionne? Ça s'est trouvé assez vite. Nous, la grosse difficulté de démarrage, c'est est-ce que nos clients étaient des e-commerçants ou est-ce que nos clients étaient des transporteurs? Ça a été ça le gros sujet de PickMe. Moi, je suis une ancienne e-commerçante. Ce que je voulais, c'était dans tous les check-out e-commerce, parce que ma conviction, c'est que c'est à ce moment-là où tu choisis ton mode de livraison et c'est là où c'est game changer. Il se trouve qu'on a assez vite fait le choix de ne pas travailler avec les e-commerçants parce que
t'en as des centaines de milliers à les convaincre. Il faut faire un contrat de transporteur, ça veut dire devenir transporteur, gérer des flottes. C'est pas du tout le même métier. Nous, notre métier, c'est de gérer cette communauté, ce réseau, de faire en sorte qu'il ait la meilleure qualité de réception possible. Et en fait, assez vite, les transporteurs ont montré un intérêt et en tout cas une capacité à sortir leur chéquier plus importante. Donc on a été assez vite sur ces sujets-là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jessie.